la première partie, c'est moi qui vais parler. Je peux commencer quand même tout de suite. Donc, bonsoir, bienvenue à cette conférence grand public, nouveau format, le format virtuel. Dans le fond, je m'appelle Hélène Lévesque, je suis directrice générale de la Boussole. Notre organisme, c'est un organisme qui regroupe des proches d'une personne atteinte de maladie mentale. On est dans la région de Québec et dans le fond, on existe depuis près de 40 ans. Là, en 2021, on va célébrer nos 40 ans d'existence. Avec la pandémie, dans le fond, on a dû réajuster nos services. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Depuis le début, la Boussole est restée ouverte, mais on a ajusté nos services, étant donné qu'on était considérés comme un service essentiel vu qu'on est en santé mentale. Dans le fond, tout ce qui était intervention téléphonique qu'on faisait déjà, évidemment, ça s'est poursuivi. Aussi, on avait le service de demande d'ordonnance pour une évaluation psychiatrique, qui a été le seul service qui a été maintenu dès le début en personne, étant donné que ça faisait partie des urgences du palais de justice. Donc, ça, c'est un service qu'on offre à la Boussole qui permet aux proches, dans le fond, qui ont des doutes, qui ont des questionnements, des inquiétudes face à leurs proches qui peut avoir, dans le fond, en raison de son état mental, pourrait avoir des comportements qui nous inquiéteraient puis qui nous ferait croire qu'il pourrait être un danger pour lui-même ou pour les autres. Donc, ça, c'est un service de dernier recours. C'est une démarche de dernier recours. Et dans le fond, on a offert ce service-là dès le début aussi. Dans le fond, les suivis avec les intervenantes aussi ont été maintenus, mais ont été offerts d'abord par téléphone, ensuite par visio. On a repris en personne, mais selon certaines conditions, parce qu'on essaie quand même de garder le minimum de personnes à la Boussole. Mais inquiétez-vous pas, toutes les personnes qui se déplacent pour venir chez nous, dans le fond, on a toutes les mesures sanitaires, on s'est équipés. On a des grands locaux pour assurer la distanciation sociale. On a des plexiglas, on a des masques, on a tout ce qu'il faut, on désinfecte. Donc, ça se passe bien de ce côté-là. Évidemment, toutes les activités de groupe ont été annulées, dont les conférences grand public qu'on avait réussi à booker à la dernière minute. Après ça, tout ce qui est activités de groupe comme le programme Enfants-Jeunesse. Donc, on a un programme qui est offert aux enfants d'un parent qui est atteint de maladie mentale, donc les enfants et les adolescents. Donc, rapidement, ça a été une de nos priorités d'offrir des services au moins en virtuel, puisqu'il c'est quand même une clientèle plus à risque. Donc, ils ont des activités. Le camp d'été pour les enfants a été annulé malheureusement, mais une programmation virtuelle a été offerte et aussi, là, ça continue en groupe virtuel. Entre autres, chez les adolescents, ça fonctionne très bien. Là, ils sont très à l'aise avec la technologie et on a même augmenté des groupes là, parce que les besoins sont là. Dans le fond, il y a des groupes aussi d'entraide pour les adultes qui sont offerts aussi en virtuel. Notre formation, l'homme qui parle aux autos, ça, c'est un bout qui va venir dans un second temps. Pour l'instant, on l'avait annulé au départ. On a signé des ententes avec certaines personnes qui nous ont demandé, mais dans le fond, l'alerte rouge est arrivée et on n'a pas pu les faire. Donc, ça, c'est... puis le mettre en virtuel, il y a peut-être un plus grand défi là. Fait que pour l'instant, c'est mis sur la glace. Dans le fond, on avait aussi des capsules d'information qui expliquaient les différentes maladies mentales. Donc, ça a été mis en vidéo par les intervenantes, dont entre autres Sakina qui est avec nous là. Dans le fond, ce qui est le fun, c'est que les différentes maladies sont expliquées, puis là, vous pouvez l'écouter dans le confort de votre maison et au moment qui vous convient. Dans le fond, si vous voulez suivre toutes nos activités, bien, je vous invite à suivre soit sur notre site, aller sur notre site web, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, ou en vous abonnant à notre infolette grand public, à notre infolette membre. Vous pouvez devenir membre et comme ça, vous avez aussi accès à une priorité pour l'inscription aux différentes activités. Pour les prochaines conférences, il va en avoir une le 9 décembre sur la sexualité et la santé mentale. Ça devrait être très intéressant. Une autre, le 25 janvier 2021, sur la dépression. Donc, c'est une psychologue qui va répondre à nos questions. Dans le fond, elle va faire un petit topo, c'est quoi la dépression. Mais aussi, quand vous vous inscrivez via Zoom, vous pouvez tout de suite poser des questions qui vous intéressent en lien avec la dépression. Je vous rappelle que la conférence de ce soir a été possible grâce à la participation financière d'une alliance de compagnies pharmaceutiques qui est Otsuka et Lundbeck. Merci pour cette aide, ce soutien important. Merci beaucoup. Je vous rappelle que dans le fond, c'est des conférences qui sont quand même gratuites, mais quand c'est en personne, on vous invite tout le temps à faire des contributions volontaires. Donc, je me permets de
vous demander encore. Donc, si vous voulez faire un don, puis je vous invite à le faire demain. Demain, on a une activité particulière qui est le mardi Je donne. Donc, c'est sur notre site web en lien, c'est avec Canadon, qui nous permet de faire des dons de façon sécuritaire. Dans le fond, c'est comme pour contrebalancer le Black Friday et le Cyber Monday qui est aujourd'hui. Donc, toutes les économies faites, bien, vous pouvez les transférer en dons. Donc, puis si jamais bien, le budget est difficile, si vous n'avez pas vraiment de budget pour ça, bien, vous pouvez aussi, jusqu'à ce soir, là, dans le fond, participer à un concours qui suggère à Canadon de nous offrir, on peut gagner un montant de 5 000 $ par organisme. Fait que si vous pouvez juste aller cliquer et dire que vous nous soutenez, puis dans le fond, ça nous donne une chance de plus de gagner ce montant. Pour ce soir, Dr. L'Heureux, justement, a accepté de l'invitation de faire la conférence prévue au printemps en format webinaire et a aussi, ça, je le vois, OK, recording, c'est bon. Je suis encore habituée à tout le côté technologique. Donc, elle a accepté aussi de le mettre, on peut l'enregistrer, donc ça va permettre à plus de gens encore de pouvoir être bien informés sur les psychoses. C'est ça. Donc, Dr. L'Heureux est psychiatre et travaille à la clinique Notre-Dame-des-Victoires. Elle est aussi professeure titulaire au département de psychiatrie et de neurosciences de l'Université Laval. Le sujet de ce soir se retrouve souvent en plein cœur des consultations des intervenantes à la boussole. Donc, comment aider une personne atteinte de psychose quand elle ne se croit pas malade. Je tiens aussi à dire que le PowerPoint qui va être partagé pendant la présentation va se retrouver aussi sur notre site web au courant de la semaine. Et là, j'ai quand même plusieurs consignes techniques à vous donner. Dans le fond, on avait près de 200 inscriptions. On est déjà, là, je vois qu'on est à 143. Comme je l'ai dit un peu au début, que certains ont entendu que je ne savais pas qu'on m'entendait, là, mais dans le fond, c'est une première pour nous. On a quand même eu une assemblée générale en virtuel, mais ce n'était pas en mode webinaire, donc c'est une première pour nous. D'emblée, c'est ça, vos caméras, vos micros sont automatiquement fermés et vous ne pouvez pas les réactiver. C'est tout contrôlé par Camille en bas. Donc, c'est ça. Puis là, pour la période de questions, étant donné qu'on est quand même il y a plusieurs participants ce soir, on a prévu une période de questions. Et là, les questions, dans le fond, doivent être adressées dans la section. Puis là, ça dépend de vos paramètres d'ordinateur, là, mais c'est soit dans la section Q et R pour questions et réponses, mais comme moi, mon ordinateur, il est comme paramètre en anglais, fait que moi, c'est Q&A pour Question and Answer. Donc, c'est ça. Fait que ça, vous pouvez adresser toutes vos questions, mais même si vous les adressez, c'est sûr que si vous demandez à quelle heure ouvre la boussole, bien, je pense que Sakina va être capable de dire à 8h30 demain. Mais techniquement, c'est des questions qui s'adressent plus au Dr. L'Heureux. Puis, dans le fond, c'est Sakina qui va surveiller tout ça. Dans le fond, puis dépendamment du nombre de questions qu'il va y avoir aussi, ça se peut que, dans le fond, elle soit obligée, en fonction du temps, de regrouper. Souvent, il y a des questions qui se ressemblent, fait qu'elle va pouvoir les regrouper. Aussi, ça va dépendre, c'est ça, du nombre de questions. Des fois, il peut y en avoir pas beaucoup, puis on est correct, mais sinon, ça se peut qu'elle soit obligée d'évaluer un peu la pertinence. On vous demande aussi à ce sujet-là d'essayer d'avoir des questions d'ordre général et pas des questions trop pointues en fonction de votre situation personnelle. Ces questions-là, surtout que là, on a le contrôle, là, ça se peut qu'ils soient mis plus en dernier. Dans le fond, on veut que ça réponde le plus possible aux attentes de tout le monde. Si vous avez éprouvé des problèmes techniques, là, dans le fond, c'est plus au niveau du chat ou, c'est ça, moi, c'est marqué chat, mais ça peut être aussi marqué conversation, dépendamment de vos paramètres. Donc, si vous passez par le chat pour dire « j'entends rien, j'ai pas de son, j'ai ci, j'ai ça », dans le fond, c'est Laurie qui va essayer de vous aider à travers ça. Là, si vous voulez avoir une conversation en privé, vous devez le sélectionner. Donc, privé et à tout le monde. Soit comme moi, c'est encore en anglais, fait que ça me dit all panelists ou OK, tu as all panelists and attendees. En anglais, c'est ça. En français, je ne sais pas c'est quoi. C'est les participants, quelque chose du genre, là, dans le fond. Fait que, bon, excusez-moi, mon imprimante est partie tout seul à côté de moi. Donc, c'est ça. Donc, je vous présente, là.
Excusez-moi, j'ai été un petit peu déconcentrée. Je vous présente, dans le fond, moi, elle arrive en bas de mon écran. C'est Camille Riverain, qui est coordonnatrice du développement et des communications chez nous. Dans le fond, c'est notre grande Manitou du soutien technique. Qui va aussi faire les remerciements à la fin, qui va... Non. Non. OK, des fois, c'est des chats, mais là, c'est une petite fille. OK. Ça doit être pour faire des devoirs, c'est important. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, c'est ça. C'est Camille qui va tantôt, quand, dans le fond, je vais céder la parole à Dr. Lheureux, qui va mettre le spotlight sur Dr. Lheureux et qui va faire les remerciements à la fin. Ensuite, Sakina Mazurette-Kasmi, que vous voyez, qui vous fait un salut. Dans le fond, qui est intervenante et psychoéducatrice à la boussole. Donc, c'est elle qui va gérer, comme je l'ai dit tantôt, les questions. Et qui devrait avoir des spotlights qui s'échangent entre Sakina et Dr. Lheureux. Et finalement, Laurie Damour, qui est une agente de communication chez nous aussi, qui va être en soutien technique, principalement au niveau du chat. Finalement, dans le chat, il va y avoir, dès le début de la conférence, je ne sais pas s'il est déjà rendu, mais prochainement, on va mettre un lien d'un Google Form. C'est pour évaluer la conférence de ce soir. Donc, vous pouvez donner votre appréciation de l'activité de ce soir. Donc, il va être mis dès le début de la présentation, mais il va être surtout remis à la fin pour vous inviter à donner vos commentaires. Et si jamais vous n'avez pas le goût de faire ça en live, vous trouvez ça compliqué ou quoi que ce soit, les participants vont recevoir à nouveau le lien. Donc, ça peut se faire dans un deuxième temps également. Je tiens aussi à dire que Dr. Lheureux est toujours extrêmement généreuse avec nous. C'est une bonne donatrice. Elle a offert les honoraires de sa conférence de ce soir à notre organisme. Donc, merci beaucoup, Dr. Lheureux. Donc, j'ai assez parlé, je crois. Je vais céder la parole à Dr. Lheureux et, dans le fond, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je suis venue quelques fois à la boussole, habituellement en vrai, pour donner une conférence. Donc, je trouve toujours ça intéressant. C'est un petit peu différent de parler devant un ordinateur, mais ça me fait plaisir de prendre les questions en fin de conférence. Je vais juste partager mon écran pour la conférence. Voilà, j'imagine que quelqu'un va me dire si jamais ça n'a pas partagé comme il faut, moi je le vois bien. Donc, et je vais juste un instant. OK. Donc, c'est ça. Moi, ça fait, en fait, depuis 1998 que je travaille comme psychiatre et depuis 2005, je pense que je travaille à la clinique Notre-Dame des Victoires. Donc, la clinique pour premier épisode psychotique qui est située à l'Institut universitaire en santé mentale. Et j'avais travaillé antérieurement à une clinique premier épisode psychotique à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Donc, je suis vraiment dans les psychoses depuis le début de ma pratique. Donc, j'ai un peu partagé ma présentation en différentes sections. Qu'est-ce qu'une psychose? Autocritique et psychose, réagir au manque d'autocritique et les risques et les avantages de recourir aux mesures légales. Donc, en commençant, pour qu'on parte un peu tout le monde sur la même base, qu'est-ce que c'est qu'une psychose? Il y en a certainement d'entre vous pour qui c'est très évident, vous avez eu plein de conférences là-dessus. Il y en a peut-être d'entre vous pour qui c'est plus nouveau. Donc, une psychose, c'est vraiment une altération de la réalité à différents niveaux. Au niveau des croyances, ce qu'on appelle le délire, au niveau des perceptions, ce qu'on appelle les hallucinations, au niveau de la pensée, donc une confusion de la pensée, puis au niveau du comportement, de la désorganisation. Je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure. Ça, c'est un dessin qui a été fait, qui est extrêmement, moi je trouve ça extrêmement beau, représentatif de ce que quelqu'un peut vivre pendant une psychose. La base de la psychose, c'est vraiment le modèle vulnérabilité-stress. Donc, on part d'une base essentiellement biologique, en lien avec la génétique, avec le cerveau. On parle notamment des lobes frontaux, des lobes temporaux, et en lien avec le fonctionnement du cerveau. On parle des neurotransmetteurs, notamment la dopamine, la sérotonine, et aussi des facteurs inflammatoires. Donc, on est vraiment dans une base biologique, ce qu'on pourrait appeler un terrain fragile. Et quand on parle de modèle vulnérabilité-stress, c'est qu'il y a ce terrain fragile-là,
Et sur le terrain fragile, peut se surajouter des facteurs de stress qui peuvent faire en sorte que la maladie va se déclarer et qu'elle peut se déclarer à tel moment plutôt qu'à tel autre. Si on regarde un peu justement comment est-ce que ça peut on peut l'imager pour l'évolution. Donc, on a la vulnérabilité génétique au départ qui peut se manifester, qui peut se détecter là, justement en regardant les antécédents familiaux de psychose. Plus les antécédents sont étroits avec la personne, plus le risque peut être important. Ensuite, il y a des facteurs biologiques comme des complications de grossesse d'accouchement, des facteurs inflammatoires. Tout ça peut donner des manifestations neurobiologiques au niveau du cerveau qui ont été déterminées dans plusieurs études, comme les augmentations des ventricules cérébraux, le métabolisme frontal du cerveau qui fonctionne moins bien, les anomalies au niveau des neurotransmetteurs. Et tout ça peut mener à ce qu'on appelle un état mental à risque, qu'on appelle aussi parfois un prodrome psychotique, c'est-à-dire les symptômes avant-coureurs finalement du début d'une première psychose. Et ça, c'est influencé par des facteurs de risque comme les facteurs de stress, les troubles cognitifs, la toxicomanie, ça c'est un énorme facteur de risque de psychose, et des facteurs de protection comme de détecter et d'intervenir précocement. Et peut mener donc à une psychose ou non. Quand on parle d'altération de la réalité, au niveau des croyances, donc le délire, qu'est-ce que c'est qu'un délire? Un délire, c'est une croyance qui est fausse, qui est fermement maintenue, qui n'est pas modifiée par le raisonnement, qui n'est pas partagée non plus par l'environnement socioculturel. Donc, on voit juste par la définition que le manque d'autocritique, ça fait partie intégrante de ce qu'est une psychose, puisqu'on parle d'une croyance qui est fausse, dont la personne est vraiment convaincue. Les types de délires, il y en a beaucoup. Il y a des délires de persécution, donc croire que la personne, on lui veut du mal. Délire de référence d'interprétation, c'est-à-dire voir des signes autour de soi. Délire d'influence au niveau d'influence de comportement. Contrôle de la pensée, avoir l'impression que les gens mettent des pensées dans sa tête, enlèvent des pensées de la tête, que ces pensées peuvent être entendues de l'extérieur. Un délire de grandeur, donc avoir l'impression d'avoir des pouvoirs particuliers, un délire mystique, donc plus au niveau religieux, un délire de culpabilité, croire être coupable de quelque chose dont on n'est pas coupable, un délire de jalousie, donc être convaincu d'être trompé. Érotomanie, ce que c'est la conviction que quelqu'un est en amour avec soi. Et un délire somatique, c'est au niveau du corps. Comme quelqu'un m'avait déjà dit, moi, je n'ai plus de cœur à l'intérieur de moi, l'organe de cœur n'est plus là. Il y a 4 dimensions au niveau d'un délire, puis on va voir l'influence justement au niveau de l'autocritique là-dedans. Il y a la conviction, donc ça c'est à quel point la personne va être convaincue de ce qu'elle croit. Moi, on va souvent demander à la personne, êtes-vous sûr à 100% que c'est ça qui est arrivé, ou vous seriez sûr à combien de pourcents? C'est là qu'on établit un peu le niveau de conviction. Il y a un niveau d'accommodation. Accommodation, c'est comment est-ce que le délire, les croyances peuvent être modifiées par des événements extérieurs ou par du feedback extérieur. Le niveau d'envahissement, c'est à quel point est-ce que les croyances vont prendre toute la place dans la journée. Est-ce que finalement, ça atteint la vie familiale, la vie de couple, la vie professionnelle ou les études, ou est-ce que c'est centré juste sur un aspect de la vie? Et au niveau de l'encapsulation, c'est ce qu'on voit des fois en fin de psychose, c'est à quel point la conviction peut rester là, donc pas d'autocritique, mais sans qu'il y ait le même envahissement. Donc, la personne peut rester convaincue de ce qui s'est passé. Je suis convaincue qu'on est rentré chez moi, qu'on a changé les choses dans mon logement, mais je sais que maintenant c'est réglé, mes voisins ont compris, ils ne rentreront plus. Donc, ça, on appelle ça un délire encapsulé. Donc, la croyance est encore là, la conviction est encore là, mais ça n'a plus du tout d'impact dans la vie actuelle. Alors, on a parlé d'altération de la réalité au niveau des croyances, au niveau des pensées. Là, il y a aussi au niveau des perceptions, des hallucinations. Donc, les hallucinations, ça peut être à n'importe quel type d'hallucination auditive, visuelle, tous les sens peuvent y passer. Synesthésique, ça, ce que ça veut dire, c'est comme des mouvements, sentir une pression à l'intérieur. Alors, tous les types d'hallucinations peuvent être présents.
On peut avoir aussi une altération de la réalité au niveau des pensées, c'est-à-dire avoir une confusion, avoir un relâchement des associations entre les idées. Les personnes, on les écoute puis on a l'impression que ce n'est pas, c'est pas clair là, finalement entre le lien entre les idées. Et il peut y avoir aussi une altération de la réalité au niveau du comportement et au niveau de l'affect. Donc, le comportement qui est désorganisé, ou l'affect, ce que c'est l'expression des émotions sur le visage. Donc, un affect qui est plus désorganisé. Donc, par exemple, la personne va parler de quelque chose de triste, puis va se mettre à rire. Dans les symptômes de psychose, il y a aussi les symptômes négatifs, c'est-à-dire ce qui est, on appelle ça des symptômes négatifs parce que c'est ce qui manque finalement, ce qui est en moins. En contrepartie de ce qu'on appelle les symptômes positifs, qui n'ont rien à voir de positif au sens positif agréable du terme, mais on appelle ça des symptômes positifs parce que c'est ce qui est en plus. Le délire, les hallucinations, c'est ce qui n'est pas présent normalement et qui s'ajoute au moment du délire. C'est dans ce sens-là positif, vraiment dans le sens mathématique du terme. Là. Les symptômes négatifs, c'est ce qui manque à la personne qui habituellement est présent. Donc, on parle au niveau de l'affect. Hein, je vous avais dit, l'affect, c'est l'expression des émotions sur le visage. Donc, on parle d'un affect émoussé ou plat, c'est-à-dire un manque d'expression des émotions. Au niveau de la pensée, il peut y avoir une pauvreté du langage qu'on peut appeler allogie. C'est comme si la personne parle, mais il n'y a pas de contenu. Il peut y avoir un manque d'intérêt, un manque de motivation. Un manque d'intérêt, on va appeler ça une anédonie. Et il peut y avoir aussi un isolement social. Et ça, c'est vraiment les façons dont on caractérise habituellement la psychose. En fait, surtout les symptômes positifs, généralement, quand les gens parlent de psychose, ils vont dire « Ah, ben c'est parce qu'il a été délirant ou il y a eu des hallucinations ». Quand on s'y connaît un petit peu plus, on reconnaît les symptômes négatifs, mais les autres, il y a d'autres caractéristiques cliniques qui font vraiment partie de la maladie psychotique et qui sont moins reconnues comme partie intégrante de la maladie, notamment les symptômes négatifs, les symptômes cognitifs, pardon. Donc, on parle de troubles d'attention, de troubles de mémoire, puis de troubles de résolution de problèmes, puis de planification, organisation. Donc, on appelle ça aussi les fonctions exécutives. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est directement en lien avec les régions du cerveau qui sont affectées par la psychose. Quand je vous parlais au début des régions frontales, temporales, c'est à ce niveau-là que ces facultés cognitives-là sont dans le cerveau. Donc, c'est logique finalement que ça soit affecté tant au moment de l'épisode aigu, mais des fois aussi avant, parce que ça fait vraiment partie intégrante de la maladie et non seulement une conséquence des symptômes. Et on arrive à l'autre caractéristique clinique qui fait partie de la maladie psychotique, qui est le manque d'autocritique. Le manque d'autocritique, c'est plus affecté, l'autocritique est plus affectée en psychose qu'en trouble de l'humeur. Les études l'ont vraiment démontré, c'est vraiment ce qu'on voit dans la clinique aussi. C'est-à-dire que les gens ont moins tendance à reconnaître leurs symptômes et à aller chercher de l'aide pour les symptômes quand ce sont des symptômes psychotiques que quand ce sont des symptômes de dépression, par exemple. Et c'est peu relié à la sévérité des symptômes comme le délire et les hallucinations. Ce n'est pas un manque d'intelligence, donc on parle vraiment d'une caractéristique psychotique qui est indépendante. Qu'est-ce que c'est que l'autocritique? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un manque d'autocritique dans la psychose et qu'on croit que finalement, ça fait une partie intégrante de la maladie? C'est qu'au fond, c'est similaire à ce qu'on appelle, que Babinski il y a une inversion des lettres dans ma diapo, ce que Babinski a appelé l'anosognosie neurologique. Et ça, ce que c'est l'absence de conscience d'un handicap. Alors, Babinski avait remarqué, je pense que c'est un neurologue, il avait remarqué il y a beaucoup d'années qu'il y avait certains patients qui avaient une paralysie et qui ne se rendaient, donc on est vraiment dans le physique, là, il y avait une paralysie, ils ne se rendaient pas compte et ils fonctionnaient comme si leurs membres fonctionnaient, ils parlaient ou ils réagissaient comme si leurs membres continuaient à fonctionner normalement. Et quand on les confrontait au fait qu'il y avait une paralysie, la réponse était soit de l'indifférence, soit ce qu'on appelle la confabulation, c'est-à-dire expliquer, justifier, essayer de raconter une histoire pour expliquer qu'il n'utilise pas le membre, mais que ce n'était pas à cause de la paralysie.
Donc, on a vraiment fait, ça c'est vraiment quelque chose qui est reconnu là, en neurologie, et on a fait le parallèle avec la psychose, parce qu'au fond, la psychose, c'est un peu la même chose, c'est un handicap ou une difficulté, des symptômes qui sont pas physiques, qui sont psychiatriques, mais c'est le même principe d'une absence de conscience de ces symptômes-là. Et ce qu'on dit dans la littérature, c'est que finalement, on n'est pas devant un mécanisme, à la base, ce n'est pas un mécanisme de défense là, psychologique, ce n'est pas un déni de la maladie, mais c'est vraiment un trouble neuropsychologique qui est lié à l'atteinte cérébrale, qui est en lien avec, je parlais du volume cérébral ou lobe frontal, donc qui est en lien avec l'étiologie finalement de la psychose. Qu'est-ce que c'est que de l'autocritique? Si on parle vraiment plus spécifiquement sur qu'est-ce que ça veut dire l'autocritique? L'autocritique, il y a différentes définitions, puis il y a différentes façons de la concevoir aussi. Il y a l'autocritique qu'on pourrait dire un peu de base, c'est la connaissance et l'acceptation des symptômes du diagnostic. Alors, la personne va me dire, tu sais, je vais lui demander, je vais le voir pour la première fois, je dis, ben, tu sais, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Ah, ben, Dr. X m'a dit que j'avais fait une psychose, OK? C'est quoi une psychose? Ben, une psychose, c'est entendre des voix. Il connaît comment s'appelle le diagnostic, comment s'appelle le symptôme, et peut aller jusqu'à me dire, ah ben, si je lui demande, ben, qu'est-ce qui vous a aidé? Ben, je pense que la médication vous a aidé. Mais si je vais plus loin, puis que je vais lui demander, OK, les voix, vous pensiez qu'ils étaient dues à quoi? Qu'est-ce qui les expliquait? Qu'est-ce qui les provoquait? Bien, la personne peut me dire, ah ben ça, c'est les esprits qui me parlent. Donc, la personne est capable de dire, oui, c'est tel symptôme, oui, ça répond à la médication, oui, je pense que j'ai fait une psychose, puis je vais continuer la médication pour ne pas en refaire. Mais quand on va creuser plus loin, on se rend compte que l'explication du symptôme ne fait pas preuve finalement d'une autocritique, d'une compréhension, d'une introspection complète. À ce moment-là, on va appeler ça l'autocritique intellectuelle, qui est vraiment l'autocritique de base, qui est quand même une bonne chose parce que quand on a une autocritique intellectuelle, bien, ça permet d'accepter certains traitements. Alors, ensuite, une étape plus loin, c'est finalement d'avoir une introspection suffisante pour être capable de modifier les croyances dysfonctionnelles, donc trouver des alternatives aux explications qu'on se donne, et modifier aussi les conséquences affectives puis comportementales aux croyances. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va venir appeler l'introspection ou l'insight, qui est un terme anglais, mais qui est vraiment bien intégré en français maintenant. Alors, les auteurs parlent de deux types d'insight finalement. Il y a l'insight clinique. L'insight clinique, c'est vraiment, on revient un peu à l'insight de base, la conscience de la maladie et des symptômes. Un auteur qui a beaucoup écrit là-dessus, c'est Amador. Donc, ce qu'il dit, c'est c'est multidimensionnel. À la base, il y a la conscience de la maladie, donc conscience du diagnostic, des symptômes, de la nécessité d'un traitement, des conséquences sociales de la maladie. Et ensuite, il y a la capacité à attribuer une cause biologique à la maladie et aux symptômes et à leurs conséquences. Donc, l'étape finalement qui manquait dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Donc, des questions qu'on peut poser pour essayer de comprendre finalement le niveau d'autocritique de la personne, c'est comment est-ce que vous expliquez ce qui est arrivé? Comment est-ce que vous appelez ce qui est arrivé? Qu'est-ce que signifie une psychose pour vous? Pourquoi est-ce que c'est arrivé à vous? Pourquoi est-ce que c'est arrivé à ce moment-là de votre vie? Est-ce que vous pensez que vous avez complètement récupéré? Quels sont les symptômes qui restent? Qu'est-ce qui vous a aidé à récupérer? Comment est-ce que vous pourriez prévenir une rechute? L'insight cognitif, c'est un grand plus, c'est vraiment la capacité à se questionner et à reconsidérer ses propres croyances et jugements. Et ça, il y a Beck qui a établi 2 échelles pour vraiment mesurer cet aspect-là. Donc, la première, c'est l'échelle d'autoréflexivité. Donc, ça, c'est vraiment la capacité d'être objectif face à ses perceptions, la capacité de mettre ses expériences en perspective. Alors, dans les systèmes de l'échelle, il y a je peux interpréter, ça peut arriver que j'interprète. Les autres peuvent être plus objectifs que moi.
Je peux avoir tendance à sauter aux conclusions. Mes croyances se révèlent parfois fausses. Il peut y avoir plusieurs explications à un fait. Donc, ça voit à quel point la personne est capable de se remettre en question, finalement. L'autre échelle, c'est l'échelle de confiance au sujet de ses croyances et de ses jugements. À quel point la personne va être sûre de ses croyances et de ses jugements, même malgré finalement le feedback des gens autour. Donc, dans la façon de le définir, c'est un peu, si quelque chose semble vrai, c'est vrai. Je me connais mieux quiconque, je peux toujours faire confiance à mon propre jugement. Et ça, c'est vraiment, quand on se rend compte que ça, il y a une confiance, une certitude de ses conclusions, il y a, c'est l'insight cognitif qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que quand on regarde, quand on compare les gens qui ont un état mental à risque de psychose avec la population générale, on se rend compte que cette échelle de confiance-là au sujet des croyances et des jugements est plus élevée que dans la population générale. Autrement dit, avant même le premier épisode de psychose, les gens quand ils ont certains symptômes quand même, quand ils ont certains symptômes d'état mental à risque de psychose, ils ont un degré de croyance en leur propre conviction qui est plus élevé que la population générale. Puis quand là, je parle des propres convictions, c'est pas purement c'est pas des convictions délirantes. Là. Je parle en général que les gens sont plus, si je reviens, attendez, celle d'en arrière. Ça ces trois éléments-là, ces trois exemples-là, ça ne correspond pas à des croyances psychotiques. C'est vraiment en général. En général, les gens croient qu'ils peuvent toujours faire confiance à leur propre jugement, qu'ils se connaissent mieux quiconque, puis que si ça a l'air vrai, c'est vrai. Donc, on voit s'ils ont cette tendance-là, les gens, en fait, avec un état mental à risque de psychose, ont cette tendance-là à penser comme ça, à réfléchir comme ça, même avant le premier épisode de psychose. Alors que le côté d'autoréflexivité, le côté de la capacité de se remettre en question, ça ne s'est pas altéré avant la psychose. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on étudie finalement le manque d'autocritique? C'est qu'il y a un impact potentiel de manque d'autocritique. Alors d'abord, ça peut diminuer le pronostic de rétablissement de la psychose en diminuant l'observance au traitement. L'observance au traitement, ça veut dire d'aller régulièrement à son traitement, de prendre régulièrement, aller régulièrement à son suivi et de prendre régulièrement sa médication. Donc, évidemment, quand la personne n'a pas d'autocritique, ça se comprend finalement. Si la personne ne croit pas être malade, elle ne croit pas que c'est nécessaire de prendre une médication qui, en plus, pourrait lui causer des effets secondaires. Pourquoi risquer ou risquer de prendre 5 livres ou 10 livres si c'est pour rien, puisque la personne ne croit pas être malade? C'est un peu logique quel lien avec ça. Ensuite, il y a aussi un impact direct du manque d'autocritique directement sur la réponse du traitement. C'est comme si la réponse au traitement pharmacologique est moins bonne quand l'autocritique est altérée. Il y a aussi une augmentation de l'isolement social quand il y a un manque d'autocritique. Alors, tout ça, ça diminue le pronostic de rétablissement. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une augmentation du risque de comportement violent qui semble logique avec le délire. Comme des fois, les gens peuvent finalement faire des comportements violents par autodéfense dans leur perception des choses parce qu'ils sont convaincus d'être attaqués, donc ils sont convaincus d'avoir besoin de se défendre. Et là, la conséquence qu'il y a, en plus pour la personne en tant que telle, qu'il peut y avoir à ça, c'est une augmentation de la stigmatisation qui est associée à la psychose, qui fait que finalement, quand on voit des comportements violents dans la société, on peut avoir l'impression que c'est nécessairement des gens qui sont psychotiques qui les ont perpétrés et avoir l'impression aussi que les gens qui sont psychotiques sont nécessairement plus violents que les autres, ce qui n'est pas le cas. L'autre impact de manque d'autocritique, c'est la diminution affecter en fait les relations familiales parce que ça peut causer des tensions en lien avec la culpabilité ou l'irritation des proches qui est bien compréhensible dans le contexte et qui est souvent relié finalement à un manque de connaissances sur la psychose, un manque de connaissances sur l'autocritique et l'impact de l'autocritique et comment la gérer.
est-ce que l'autocritique peut s'améliorer avec le temps? En fait, l'autocritique, oui, peut s'améliorer avec le traitement, avec des interventions psychothérapeutiques spécifiques. Puis ça, je vais en parler bientôt. Donc, ce qui peut évidemment atténuer son impact sur le pronostic. Alors, comment réagir au manque d'autocritique? Comment est-ce qu'on peut mieux réagir? Je vous dirais en premier, c'est en comprenant mieux le manque d'autocritique. C'est pour ça que j'ai pris tout ce temps pour parler de ce que c'était que la psychose et ce que c'était que l'autocritique, plutôt que d'arriver tout de suite sur des techniques, parce que je pense qu'à la base, si on comprend mieux ce que c'est que l'autocritique, ça va être plus facile de réagir de façon adéquate avec notre proche. Donc, vraiment comprendre que c'est un symptôme de la maladie qui vient du trouble neurobiologique cérébral de la psychose. Ce n'est pas juste un mécanisme de défense de la personne. Et donc, c'est un contrôle volontaire qui est difficile. Et là, moi, je donne souvent, tant avec les patients que je suis, qu'avec, moi, j'anime à la clinique Notre-Dame-des-Victoires, peut-être d'entre vous qui ont déjà assisté, mais j'anime 2 fois par année les groupes familles. En fait, la portion sur qu'est-ce que c'est qu'une psychose du groupe famille de la clinique. Et je donne toujours le parallèle avec le rêve. C'est-à-dire que la meilleure façon pour quelqu'un qui n'a jamais fait une psychose de s'imaginer comment est-ce qu'on peut se sentir en psychose, c'est de se souvenir comment on est quand on est dans un rêve, particulièrement quand on est dans un cauchemar. Moi, j'ai des souvenirs évidents de cauchemars où est-ce que je suis absolument convaincue que ce qui se passe, ce qui est pénible dans mon rêve est vrai, même si je vais changer de pièce, puis en changeant de pièce, je ne suis plus dans la même ville, même si la personne que je rencontre d'un moment ou à l'autre, c'est des personnes qui, tu sais, c'est plus les mêmes. Il y a donc des choses qui sont vraiment bizarres dans le rêve, qui ne s'expliquent pas. Il reste que j'y crois parce que je le sens, parce que je suis dedans, parce que c'est ma vie, là, finalement, parce que c'est ce que je perçois. Donc, j'y crois, même si c'est un rêve. Et je peux y croire au point de me réveiller en criant, je peux y croire au point de me réveiller en pleurant ou en ayant des symptômes physiques d'anxiété, en ayant le cœur qui déborde, en ayant des sueurs froides. Donc, on voit que même si c'est quelque chose de mental, le rêve, il peut avoir un impact clairement physique. Puis généralement, quand ça devient trop intense, un rêve, on va avoir un cauchemar, on a tendance à se réveiller pour s'en sortir parce que là, les émotions sont trop intenses, puis ça va briser le sommeil. C'est le meilleur exemple que je peux donner. Quelqu'un qui a déjà fait une psychose va sûrement me dire, pourrait certainement me dire que c'est pas comme ça, c'est différent, mais je suis tout à fait d'accord, quand on n'a jamais vécu une psychose, ça ne peut pas être comme, je ne peux pas partager quelque chose que je n'ai pas vécu, mais je pense que c'est pour des personnes comme vous, pour des proches qui en ont pas vécu, c'est quand même ce qui peut permettre le mieux de comprendre à quel point une conviction peut être certaine, même si tout est bizarre, même si vous regardez votre proche et vous vous dites, ben voyez, il me semble que c'est bien évident que ça se peut pas ce que tu nous racontes, mais c'est quand même vécu comme très, très vrai. Là. Donc, de mieux comprendre ça, ça peut permettre de mieux comprendre le proche et donc d'avoir une empathie, une compréhension meilleure envers la personne. Puis, donc, je disais, le contrôle volontaire est difficile, puis l'autocritique peut aussi être difficile à rétablir, étant donné que ça fait partie intégrante de la psychose, puis qu'il peut quand même y avoir aussi un impact sur l'estime de soi d'une croyance délirante qui aurait duré très longtemps, qui aurait eu un investissement émotionnel important parce que ça a causé beaucoup de complications au travail ou dans les relations personnelles. Puis ça peut être un impact quand même si, comme je dis, ce n'est pas purement un mécanisme de défense de la personne, ça c'est clair, mais il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la protection de l'estime de soi, que ça se maintienne là, finalement avec le temps aussi. Donc, un double facteur.
En comprenant mieux le manque d'autocritique aussi, un autre exemple, c'est reconnaître l'aspect traumatique selon la perspective de la personne en psychose. Et ça, c'est un autre exemple que je donne à ceux qui font le groupe famille à la clinique. Si on se met dans la tête de quelqu'un qui consulte à l'urgence psychiatrique, donc on a une jeune fille qui est convaincue qu'on la poursuit, qu'on lui veut du mal, qu'on va l'attaquer et qui est absolument paniquée, qui devient extrêmement en colère aussi contre les gens qui veulent l'attaquer, qui sent qu'il n'a plus confiance en personne et qui s'en va à l'urgence psychiatrique pour avoir de l'aide. Une fois à l'urgence psychiatrique, tellement paniquée, est agitée, parle vite, est un peu impulsive. Et là, les gens lui demandent de se calmer, l'envoient dans une salle d'isolement. Elle demande à quitter l'hôpital parce qu'elle veut aller dormir chez elle, parce qu'elle se sentirait plus en sécurité chez elle que dans une urgence psychiatrique toute noire, pas de fenêtre. Moi, je travaille à l'Enfant Jésus quand je fais de l'urgence, alors je trouve toujours que cette urgence psychiatrique-là, moi, je ne serais même pas capable de travailler là pendant toute la journée, là. Il n'y a pas de fenêtre comme ça. Fait que j'imagine, quand on n'est pas bien, dormir là pendant quelques jours, ça doit être vraiment, vraiment pénible. Alors, elle est prise dans un endroit comme ça où il y a des gens qui sont peut-être encore plus agités qu'elle puis qui peuvent crier. Donc, ça lui fait peur. Et là, elle veut retourner chez elle. Et là, il y a un psychiatre qui lui dit « Non, non, vous ne pouvez pas retourner chez vous parce que vous n'êtes pas bien. Fait que je vais vous mettre en garde. Je vous oblige à rester là. » Puis là, la jeune fille, ben, elle ne veut pas rester là parce que dans sa tête, elle est persécutée. Puis là, s'il y a des gens qui crient, ben, c'est peut-être des gens qui sont contre elle aussi. Puis elle remarque des regards autour d'elle. Puis elle se dit, mais non, mais les regards, les gens ils me regardent bizarre. Ils vont m'attaquer aussi. Je ne suis pas en sécurité. Je vais retourner chez moi, au moins avec mes parents ou avec mon frère ou avec mon chum. Je suis quand même mieux. Et veut quitter, et finalement s'agite et finalement se fait forcer dans une salle d'isolement et se fait mettre sous contention et se fait injecter avec une médication pour une médication antipsychotique pour se calmer. On s'entend que du côté de l'équipe de l'urgence, l'équipe d'urgence assure sa sécurité parce que de toute évidence, c'est une jeune fille qui est pas bien, qui est désorganisée, qui est paniquée, qui a besoin d'aide, qui est agressive. Donc, il y a une nécessité de la protéger, il y a une nécessité de mettre un cadre pour éviter qu'elle se suicide, pour éviter qu'elle soit agressive aussi, et pour éviter qu'en s'agitant, elle se fasse mal. Il peut y avoir plein de bonnes raisons pour l'injecter contre son gré ou la mettre sous contention, mais je reviens à mon exemple, à la perspective de la personne, à la perspective de cette jeune fille-là, on est en train de l'agresser. Donc, peu importe ce qui se passe après, même si après, elle va mieux, elle s'est calmée, elle peut rester avec cette perception-là post-traumatique d'avoir été agressée, même si c'était pour les bonnes raisons, il reste qu'elle peut, c'est quand même vécu comme une agression de sa part. Fait que ça, le fait de, j'ai pris le temps de vous le raconter parce que je pense que le fait de se mettre dans cette perspective-là, ça peut, encore une fois, on revient à l'empathie ou à la compréhension de la personne. Le fait de mieux comprendre des réactions qui sont difficiles et qui peuvent être agressantes, souvent, ça aide à les accepter davantage. Puis à moins réagir négativement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire face à un manque d'autocritique du côté de l'équipe traitante, avant de parler du côté des proches? Parce que ce qu'on veut finalement, c'est que la personne aille mieux, puis idéalement qu'elle récupère aussi l'autocritique. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, notre job à nous autres, les psychiatres, les intervenants, de faire en sorte que ça aille mieux. Donc vraiment établir un traitement optimal, interdisciplinaire. Donc, à la base, une alliance thérapeutique. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, une attitude empathique, c'est-à-dire, c'est communiquer une relation de confiance.
On essaie de ne pas confronter, de ne pas critiquer. On essaie de trouver un objectif commun. Donc, l'objectif commun, ça peut être de réduire la détresse plutôt que de réduire les symptômes eux-mêmes. Si la personne est convaincue que ce qu'elle vit est vrai, ça ne sert à rien que je lui dise que ce que je veux, c'est de changer ses perceptions. Elle va m'envoyer promener, puis je la comprendrai. Je vais plutôt lui dire, bien, je pense que ce que vous vivez, ça doit certainement être extrêmement difficile, donc causer de l'anxiété, causer de la tristesse, puis on va vous aider. Au moins, moi, je ne peux pas, des fois, ce que je dis, je ne peux pas agir sur les autres, je peux juste agir sur vous. Je ne peux pas agir sur ce que vous vivez à l'extérieur, mais je peux juste essayer de vous aider à faire face à tout ça. On vise l'acceptation du traitement, on ne vise pas l'acceptation du diagnostic. J'ai des gens qui n'accepteront jamais leur diagnostic. Un diagnostic de schizophrénie, souvent, je ne vais pas mentionner, je vais toujours le dire parce que généralement, bien, je vais toujours le dire, je ne le dis pas au début, là, mais si je marque quelque chose dans le dossier pendant longtemps, je vais le nommer à la personne parce que c'est pas quelque chose que j'ai tendance à faire, c'est pas quelque chose que je trouve qui est sain de marquer quelque chose dans le dossier pendant des années puis de jamais le partager avec la personne. Par contre, s'il y a une réaction négative, ça ne sert à rien de s'objecter là-dessus. Là. Ça ne sert à rien d'être en confrontation tout le temps pour essayer de convaincre. Moi, je m'en fous, au fond, si la personne accepte un diagnostic de schizophrénie ou non. Ce qui m'importe, c'est que la personne accepte qu'elle a besoin d'aide, puis que je sois capable de l'aider, puis qu'elle soit capable de se rétablir, même si on ne s'entend pas sur le diagnostic. Fait que des fois, souvent, j'ai utilisé plus psychose que les diagnostics spécifiques. Et des fois, on n'utilisera même pas psychose, on va utiliser anxiété intense. Donc, viser l'acceptation plus du traitement, puis viser évidemment le rétablissement, donc une bonne récupération du fonctionnement. Évidemment, la médication, c'est essentiel en psychose puisqu'on parle d'une maladie biologique. La médication va viser à améliorer principalement les symptômes positifs, donc le délire, l'hallucination, la désorganisation. L'autocritique peut s'améliorer avec la rémission de la psychose, mais pas toujours. Les symptômes peuvent s'encapsuler, je vous en parlais au tout début, hein, côté de l'encapsulation, c'est-à-dire que les symptômes sont encore présents, la croyance est encore présente, mais ça n'a plus d'impact sur le fonctionnement de la personne, ça ne cause pas de détresse. Il y a certains symptômes qui peuvent devenir chroniques. Donc, ça se peut que le délire reste, mais que la personne aille quand même bien, là, malgré le fait qu'elle est encore convaincue, qu'il se soit passé des choses comme ça dans le passé. On va aussi essayer de travailler l'acceptation de la médication via l'objectif commun qu'on s'est donné. Fait que si l'objectif commun qu'on s'est donné, c'est de diminuer la détresse, bien, on va travailler l'acceptation de la médication comme une façon de diminuer l'anxiété et de diminuer là, finalement les symptômes, par exemple, dépressifs là, qui peuvent survenir. Ensuite, bon, il y a toutes les interventions psychothérapeutiques. Donc, à la base, évidemment, la psychoéducation, si on veut que la personne soit capable d'avoir au minimum, on disait l'autocritique intellectuelle, c'est-à-dire de connaître la maladie et les symptômes, il faut lui expliquer. Donc, expliquer comme il faut le modèle vulnérabilité-stress, expliquer les différents symptômes, expliquer le diagnostic, expliquer le rétablissement, l'importance du rétablissement, d'instaurer l'espoir. J'ai encore récemment quelqu'un qui m'a interpellée il n'y a pas longtemps pour me dire mon fils vient d'avoir un diagnostic de psychose. Es-tu bien sûr que c'est quelque chose qui se rétablit? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut... c'est vraiment une maladie qui peut évoluer favorablement. Puis j'étais vraiment capable de lui dire, oh oui, j'en ai plein d'exemples de jeunes que j'ai suivis, puis qui sont rendus dans toutes sortes de professions, y compris la médecine, n'importe quelle profession. Il faut instaurer cet espoir-là que le rétablissement est possible, puis que c'est tout à fait possible de mener une vie normale. Ensuite, il y a les interventions motivationnelles, donc c'est ce qu'on appelle la thérapie motivationnelle. Donc ça va aider vraiment des interventions spécifiques pour l'observance médicamenteuse, donc la prise régulière de la médication, pour la toxicomanie aussi, et pour le fonctionnement, pour rétablir un fonctionnement, remettre en action là, finalement.
Ensuite, il y a la psychothérapie cognitivo-comportementale. Ça, je vais en parler un petit peu plus. Donc, qu'est-ce que c'est que la thérapie cognitivo-comportementale? Ça, on la connaît pas juste pour la psychose, on la connaît beaucoup pour la dépression aussi. Donc, c'est vraiment corriger les erreurs de pensée parce qu'à la base, il y a un lien entre la pensée, l'affect, l'émotion et le comportement. Donc, on va essayer d'aller comprendre le sens que le patient donne à ce qu'il vit. Puis ça, on peut lui demander comment est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous fait croire ça, quels indices vous avez eus qui vous font arriver à cette conclusion-là. On va mettre l'emphase, c'est-à-dire sur l'impact au niveau des émotions. On peut y aller avec des techniques de normalisation aussi, expliquer par exemple le lien avec les rêves, expliquer certains symptômes qui peuvent survenir dans les états de déprivation importante ou dans les états de deuil. On aide aussi dans une étape, pas au tout début, mais étape ultérieure, aider à générer des explications alternatives aux symptômes, puis aider à la gestion de la détresse et de l'anxiété. La TCC est également utile pour gérer les hallucinations. Donc, on va discuter de l'individualité des voix, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous entendez la voix, puis moi, je ne suis pas capable de l'entendre. Et discuter aussi de l'omnipotence des voix. Puis ça, je trouve toujours ça très important. Pourquoi est-ce que la voix que la personne entend, elle a nécessairement raison? Alors que, en discutant avec le jeune va être capable de savoir si un de ses voisins lui dit t'es vraiment, t'es nul, là, tu ne vaux rien. Probablement qu'il va dire à son voisin ou à son collègue de classe, mais voyons, de quoi tu te mêles, là? Moi, je ne suis pas nul, c'est pas vrai que je ne vaux rien, là. Et il va être capable de se défendre. Si ce n'est pas verbalement parce qu'il est plus inhibé, dans sa tête, il va se dire, ben voyons, il n'a pas raison. Ça, c'est dans la vraie vie. Pourquoi est-ce que quand c'est une hallucination auditive, les gens, finalement, souvent, ils vont prendre ça comme une vérité absolue. Et quand il y a des ordres, il faut absolument s'y conformer, alors que dans la vraie vie, quand quelqu'un donne un ordre qui n'a pas de sens, on va être capable de dire, ben non, moi, je n'irai pas faire un vol, je n'irai pas me jeter en bas du pont parce que tu me dis d'aller me jeter en bas du pont. La personne va user de son raisonnement. Mais dans les hallucinations auditives, souvent, les gens prennent ça comme la vérité vraie, et prennent ça comme quelque chose auquel ils ne peuvent pas résister, ils ne doivent pas résister. Donc ça, c'est vraiment, ça je parlais de l'omnipotence des voix, pourquoi est-ce que les voix auraient nécessairement raison? Donc, aider la personne à travailler l'autodétermination comme face aux autres voix de la vie courante. Donc, on ne croit pas nécessairement tout ce qu'on entend, ni via les hallucinations, ni dans la réalité. On ne fait pas tout ce qui est demandé. Puis, on n'a pas non plus à tolérer une conversation avec une voix méchante. La TCC va également travailler à briser l'évitement, comme les symptômes négatifs, comme induits par les symptômes négatifs, c'est-à-dire améliorer l'estime de soi, rétablir un sens de contrôle pour la personne, tant au niveau des pensées qu'au niveau des émotions, puis redonner espoir. Tout ça va permettre de réduire le risque d'agressivité ou de suicide. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ce que l'équipe traitante va travailler aussi, c'est un soutien au rétablissement global, notamment le rétablissement du fonctionnement. Donc, aider la personne à reprendre les études, le travail, la vie autonome, l'importance de la prévention de rechute, puis aussi des interventions familiales, une approche collaborative. Fait que tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire même si la personne n'a pas d'autocritique. Fait que tout ça, ça se fait en parallèle à ce que vous vivez quand vous êtes avec la personne. Comment vous pouvez aller dans le même sens sans devenir psychothérapeute, parce que c'est absolument pas ce qui vous est demandé. Je dirais que ça ne serait pas une bonne chose. Si moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une psychose, je vais être la pire thérapeute. Alors je pense que je suis quand même pas pire avec mes patients, mais quand c'est par rapport à un proche, même un psychiatre a besoin de soutien, un psychologue a besoin de soutien. Fait que votre rôle, c'est vraiment un rôle de proche auprès de votre proche, de la personne qui est atteinte.
donnez-vous pas un rôle qui serait trop lourd sur les épaules. Mais ce que vous pouvez faire, par contre, c'est pour ça que je vous expliquais un peu ce que nous, on fait, puis je vous donne des exemples de ce qu'on peut faire en thérapie, c'est d'aller dans le même sens, si évidemment vous êtes d'accord avec tout ça. Mais quand on a une approche cohérente, quand on comprend mieux ce que l'autre fait, finalement, c'est plus facile d'avoir une approche cohérente. Donc, dans les interactions avec la personne atteinte, c'est vraiment de favoriser le respect de la perception de la personne en évitant les confrontations. Donc, exprimer de l'empathie pour la souffrance, pas contredire ou confronter, ça ne donne rien. Je suis sûre que la majorité d'entre vous a déjà essayé. C'est humain d'essayer, c'est juste, surtout au début de la maladie. C'est juste normal. Là, quand dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un dit quelque chose puis qu'on n'est pas d'accord ou que ça ne nous semble pas vrai, on va avoir tendance à argumenter. Alors, dans la psychose, notamment dans le début de la psychose, c'est un peu logique d'avoir cette tendance-là à argumenter, sauf qu'on se rend compte que ça ne marche pas. C'est inutile justement parce que c'est une conviction. Comme je parlais depuis le début, c'est vraiment, ça fait partie c'est un symptôme de psychose, de manquer d'autocritique et d'être convaincu. Donc c'est très difficile à ébranler. Puis, si vous essayez de contredire, de confronter, ça risque de briser le lien de confiance, alors que la personne, si elle vous en parle, il vous en parle parce qu'il a besoin de parler, puis parce qu'il a besoin de votre soutien aussi. Donc, il y a un risque à se mettre dans une position toujours de confrontation, finalement, de perdre la confiance entre les deux. Puis, il y a un risque aussi de causer un conflit, puis de faire en sorte que la personne vous sente un peu comme un persécuteur, devienne plus irritable, ou même, justement, vous englobe dans le délire. Donc, c'est vraiment, en autant que possible, tout le monde est humain, il n'y a personne qui fait des affaires parfaites tout le temps, mais en autant que possible, essayez d'éviter de contredire ou de confronter. Il ne faut pas non plus, à l'inverse, cautionner tout ce qu'il faut ou aller confirmer ou valider des éléments délirants. Quand vous savez que ça a l'air délirant, c'est pas une bonne chose. Oh oui, je suis d'accord avec toi, tu as vraiment été volé, on t'a tout pris tes choses. Si vous êtes convaincu que c'est pas vrai parce que vous avez des preuves comme quoi c'est pas vrai, puis il n'y a pas de doute dans votre esprit, c'est pas une bonne chose de dire ça juste pour acheter de la paix. Je mets un bémol à ça si la personne est agressive. Si la personne est agressive, des fois, c'est une bonne chose d'acheter la paix de façon temporaire. Mais sauf cette exception-là, il faut éviter ça parce que ça risque de renforcer le délire, parce que ça vient lui amener finalement une confirmation que sa perception est juste, donc ça va renforcer sa croyance. Puis ça risque aussi de donner un délai supplémentaire avant d'aller chercher de l'aide ou un traitement, puisque le délire va être renforcé. Par contre, dans certains cas, souvent en lien avec une psychothérapie, c'est possible de valider l'expérience de la personne. Des fois, en thérapie, on peut dire, bien, allez demander pour des gens qui ont un début d'autocritique, puis qui disent, ben, des fois, je ne sais pas quand la voix, c'est la vraie voix ou c'est pas la vraie voix. Ben, vous pouvez aller demander, maman, est-ce que tu m'as dit telle chose? Est-ce que tu viens de me parler? Puis ça, c'est correct de dire non, je ne t'ai rien dit, non, je ne t'ai pas parlé, non, il n'y a personne qui est venu cette nuit dans ta chambre. Fait que ça, vous pouvez, c'est vraiment sur une base très objective. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de se retrouver sur les points qui sont partagés, donc sur les aspects sur lesquels il n'y a pas de dissension, finalement. Le degré de détresse de la personne, la peur relativement à ce qui se passe, l'impact sur le fonctionnement. Donc, ça, comme j'ai dit tout à l'heure, en reconnaissant l'aspect traumatique qui est vécu, ou qui a été vécu par la personne, l'impact émotionnel et fonctionnel, mais sans remettre en question la croyance qui est sous-jacente. Aussi, c'est important de souligner les forces de la personne. Des fois, quand on est toujours en confrontation, on oublie les côtés positifs, puis on oublie de les mentionner parce que les côtés difficiles prennent toute la place, mais c'est vraiment d'autant plus important pour protéger l'estime de soi, de souligner les forces, puis ce que la personne fait de bien. Par ailleurs, établir des limites claires, utiliser des stratégies de résolution de problèmes.
puis maintenir une bonne qualité de vie familiale. Donc, toutes les conversations ne doivent pas porter autour de ça. C'est important de partager d'autres choses, de parler d'autres choses et aussi maintenir une bonne qualité, évidemment, individuelle pour vous, d'avoir du temps pour vous. Un petit cas clinique qui va nous mener aux aspects légaux. Je l'ai nommé Jean, c'est pas un cas, c'est un cas forgé avec des caractéristiques de différents patients. Il n'y a aucun exemple que je donne qui pourrait vous permettre d'identifier. Je change toujours le sexe ou une caractéristique ou une autre pour ne pas identifier qui que ce soit, là. Donc, à lui, son PEP, c'est le premier épisode psychotique. Excusez pour l'acronyme. Donc, Jean, c'est un jeune consommateur de cannabis qui, lors de son premier épisode psychotique, est devenu de plus en plus agressif parce qu'il se sentait persécuté. Il refuse l'aide, sa famille doit appeler 911, puis il est mis en garde préventive, puis est hospitalisé contre son gré, donc en garde préventive, puis en garde dans l'établissement parce qu'il est agressif, puis on conclut qu'il est en psychose. Son délire persiste 2 mois, même s'il a arrêté la drogue. Donc, on conclut que finalement, on n'est pas juste dans une psychose qui est induite à la drogue, on est dans un processus psychotique qui est plus durable. Il est traité avec un antipsychotique par la bouche qu'il prend et il est référé à la clinique Notre-Dame-des-Victoires. À l'évolution, ce qu'on voit, c'est que Jean a repris un bon fonctionnement. Il accepte le diagnostic de psychose parce qu'il reconnaît que sa méfiance avait augmenté. Il est capable de dire « Oh oui, je sais que j'étais plus méfiant que d'habitude, que j'avais tendance à un peu interpréter, mais il reste quand même que les gens n'avaient pas été corrects avec moi. » Et il dit que de toute façon, je suis devenu plus méfiant parce que je prenais du pot, puis maintenant que j'en prends plus, j'ai plus de problème. Et il dit aussi qu'il n'est pas tellement content de la façon dont ça s'est fait, l'hospitalisation, qu'il pense que si on lui avait expliqué doucement, l'hospitalisation n'aurait pas été nécessaire, alors qu'évidemment, avant de l'amener à l'hôpital, la famille avait essayé de toutes les façons de le convaincre que ça allait, d'aller chercher de l'aide autrement, mais qu'il ne voulait pas. Mais lui, il ne reconnaît pas cet aspect-là. Alors, étant donné qu'il ne prend plus de drogue et qu'il considère que la psychose, sa méfiance a été due juste à la drogue, et il dit, c'est pas possible que je rechute parce que de toute façon, j'en prends plus puis c'était dû à la drogue. Et en plus, il explique que comme là, j'en ai vécu une psychose, si jamais ça arrivait à nouveau, je saurais reconnaître les symptômes, puis je serais capable de vous appeler, je serais capable de diminuer ma méfiance, puis il n'y aurait pas de problème. Donc, il décide de cesser son traitement après 3 mois. Alors que, pour ceux qui ne savent pas, la recommandation pour un premier épisode de psychose, c'est 2 ans de traitement. Alors, on voit que son autocritique est atteinte, mais en même temps, on ne peut pas établir vraiment qu'il est inapte à consentir parce que on ne peut pas être convaincu qu'il a, qu'il a tort, là, dans le sens que oui, il y a quelque chose qui est induit par la drogue. Peut-être qu'il va être dans les statistiques de quelqu'un qui va bien évoluer. Il a quand même fait tout correct jusqu'ici. Il a pris sa médication, il a collaboré, il est allé au suivi. Il ne remet pas en question le suivi en tant que tel pour le moment, mais il dit « Moi, je ne veux pas continuer la médication. » Donc, on poursuit le suivi, mais quelques mois plus tard, là, va moins bien. Il revient sur ses propos. Il en veut à ses parents de l'avoir hospitalisé pour rien. Là, il ne reconnaît plus ce qu'il avait dit initialement, que la méfiance a augmenté. Non, non, il dit je n'étais pas méfiant, j'avais raison de me conduire comme ça. Mes parents, ils n'auraient jamais dû m'hospitaliser. Mais ceci dit, il maintient un bon fonctionnement, puis il n'est pas agressif. Donc là, on voit qu'il y a une détérioration de l'autocritique, sans qu'il y ait par contre de rechute psychotique. Mais c'est comme le premier petit symptôme qui arrive, des fois on voit dans une rechute, c'est l'autocritique qui diminue avant même des symptômes de rechute psychotique. Et là, la suite, il fait en effet une rechute de psychose, il cesse ses études, il refuse de reprendre la médication parce qu'il ne veut pas reprendre du poids. Et là, étant donné qu'on est devant une rechute de psychose, on est devant un dysfonctionnement important, on est devant un refus catégorique de prendre la médication, on s'en va en autorisation de soins.
Donc, on voit dans cet exemple-là qu'un manque d'autocritique, ça peut conduire à un refus de médication et ou un refus de suivi. Alors, pour évaluer un peu, c'est quoi les critères sur lesquels on se base, les critères légaux sur lesquels on se base comme psychiatre pour faire une démarche d'autorisation de soins? Alors, en premier, il faut qu'on établisse la nécessité du traitement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on établisse qu'il y a plus de chances d'avoir une bonne évolution avec le traitement que sans, et qu'il y a un risque élevé de détérioration si on ne traite pas. Il faut aussi qu'on ait un refus catégorique de traitement. Autrement dit, on n'ira pas en autorisation de soins si la personne prend sa médication. Par contre, il y a quand même une nuance à apporter à ça. Bon, il y a des gens que je suis depuis des années, puis qui arrêtent tout le temps leur médication. Ils vont le prendre pour 3 mois, ils l'arrêtent, vont le prendre pour 3 mois, ils l'arrêtent. Puis là, on voit que le fonctionnement se détériore, la qualité de vie se détériore. Ils ne sont pas capables de récupérer au même niveau qu'avant. Ça peut être une situation où est-ce qu'on décide d'aller en autorisation de soins quand même en disant qu'il n'y a pas une acceptation du traitement global, c'est-à-dire de la nécessité de prendre régulièrement sa médication. On peut aussi, des fois, ce qui arrive, c'est que la personne refuse catégoriquement, ne prend aucune médication, mais au moment où est-ce qu'on lui dit « Là, moi, je ne peux pas vous laisser continuer comme ça, je vais aller demander à un juge l'autorisation, son avis, l'autorisation de vous traiter contre votre gré. » Il y a certaines personnes qui, à ce moment-là, vont dire « Ah, ben je vais le prendre d'abord. » Mais qu'on sait qu'ils vont le prendre parce qu'ils sont à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, ils veulent sortir, mais qu'ils vont l'arrêter ensuite. Donc ça, des fois, on va aller quand même à l'autorisation de soins en parlant d'une acceptation qui est plus stratégique liée à la démarche d'autorisation de soins. Mais c'est sûr que tout ça, c'est des choses, c'est pas l'objet spécifique de la conférence, mais c'est des choses qui sont très... Il n'y a pas de règle absolue là, à ce niveau-là. Ce qui est évident, c'est quand quelqu'un ne prend aucune médication. Là, ça, c'est facile. Je ne veux pas dire que c'est facile, ma phrase est mal faite. Je veux dire que quand quelqu'un ne prend aucune médication, c'est facile d'établir un refus catégorique de traitement. Quand la personne en prend de temps en temps, là, on est vraiment dans le cas par cas, puis ça dépend de l'histoire et de l'évolution. Mais ce qu'on doit établir, de toute façon, à la base, c'est l'inaptitude à consentir aux soins. Puis ça, c'est des critères qui sont vraiment des critères légaux. Pour parler d'inaptitude à consentir aux soins, on parle de non-compréhension de la nature de la maladie pour laquelle on propose un traitement, non-compréhension de la nature et du but du traitement, non-compréhension des risques qui sont associés au traitement, puis des risques qui sont encourus à ne pas subir de traitement, et une capacité à consentir qui est affectée par la maladie psychotique. Fait que clairement, ça, on est dans le manque d'autocritique. On est clairement dans cet aspect-là. Une démarche légale comme ça, c'est jamais quelque chose d'agréable, ni pour l'équipe traitante, moi je trouve jamais ça agréable, ni pour la famille. Parce que chez quelqu'un qui n'a pas d'autocritique, ça peut amener un bris de la relation de confiance finalement. Et c'est un peu logique. On est en train de dire à quelqu'un qu'on va faire quelque chose, qu'on va aller demander à un juge de lui faire prendre une médication alors qu'il est convaincu qu'il n'en veut pas et qu'il n'en a pas besoin. Donc, c'est sûr que ça affecte la relation de confiance. Puis l'autre chose, c'est que dans une démarche d'autorisation de soins, on va dire les choses beaucoup plus crûment, dans le sens que tous les arguments vont être établis dans le rapport. Ce n'est pas de cette façon-là, généralement, qu'on parle. On va envelopper les choses un peu plus dans une approche psychothérapeutique. Donc, ça, c'est difficile. Pour la famille aussi, c'est difficile. Quand on fait une démarche légale d'autorisation de soins, généralement, on va aller demander l'avis de la famille. En fait, on va toujours demander l'avis de la famille. En tout cas, moi, je vais toujours demander l'avis de la famille et généralement, je vais demander un rapport aussi, une petite lettre. Si la famille est d'accord que la personne a besoin de se faire soigner, bien, souvent, ça va aider d'avoir une petite lettre de la famille. Pas 3 pages, là, mais juste de dire que la famille est d'accord avec le fait que la personne a besoin d'être traitée. Puis, dans certains cas, la famille va venir témoigner. Puis ça, j'ai aucun doute que ça doit être quelque chose qui est extrêmement difficile à faire parce que ça veut dire témoigner devant le jeune, encore là, avec un risque ou une inquiétude de briser la relation de confiance.
Par contre, quand on est rendu là, c'est qu'on sait que l'évolution de la maladie, sans traitement, sans autocritique, sans que la personne réalise qu'elle a besoin d'aide, elle va être vraiment nocive, elle va être vraiment... ça va être vraiment une pauvre évolution. Ça va affecter son fonctionnement, ça va affecter son estime de soi, ça va affecter ses émotions, ça peut causer de la dangerosité. Donc, on est dans une maladie qui a besoin d'être traitée, puis qu'on ne voit pas d'autres avenues pour être capable de le faire, parce qu'on a essayé le reste, puis le reste ne fonctionnait pas. Donc, c'est vraiment, quand on est rendu là, oui, c'est risqué, mais il y a un net avantage, c'est le traitement, parce que le traitement, c'est lui qui va permettre le rétablissement, le contrôle des symptômes, la détresse, la dangerosité, la reprise du fonctionnement. Puis c'est ça aussi qui peut permettre à l'autocritique de se rétablir. Donc, c'est le traitement, même si on dit que la démarche peut briser temporairement la relation de confiance avec l'équipe ou avec la famille, c'est le traitement qui est permis par la démarche qui va permettre aux relations de récupérer. Et ça, moi, j'en ai vu plein de fois des situations où est-ce que, je ne peux pas parler pour la famille parce que moi, je suis plus dans ma position à moi, mais plein de fois où les gens étaient fâchés contre moi que je m'en aille en autorisation de soins et qui, après coup, n'étaient plus fâchés, puis ont maintenu. Il y en a même qui avaient fait des demandes de changement de psychiatre, et c'est relativement rare, finalement, que ces demandes-là sont concrétisées. Souvent, les gens, une fois qu'ils sont mieux, disent « Ah, ben, finalement, non, je préfère rester avec vous, au moins je vous connais, c'est correct. » Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement d'accord avec le traitement, ça ne veut pas dire que nécessairement qu'ils sont qui ont récupéré l'autocritique, mais ils ont récupéré la relation de confiance pour se rétablir, même s'ils n'ont pas réalisé qu'ils ont vraiment besoin de soins. Donc, même si la relation de confiance donne l'impression d'être très effritée à ce moment-là, puis que c'est extrêmement difficile comme mesure, faut se dire que quand on est rendu là, c'est vraiment parce qu'on pense que c'est la meilleure chose, puis qu'ensuite, il y a de l'espoir pour l'avenir. Donc, en résumé, les messages un peu que je vous lancerai, c'est vraiment que l'autocritique est importante au traitement de la psychose, mais elle n'est pas essentielle. On peut avoir une psychose qui évolue bien, un rétablissement qui est possible, même s'il n'y a pas une récupération d'autocritique. L'autocritique, c'est un des buts du traitement, mais ce n'est pas son but ultime. Puis le manque d'autocritique, ça doit aider à comprendre la psychose plutôt que d'être un facteur de confrontation. Il n'y a pas de solution parfaite. Je ne peux pas vous arriver avec une technique pile qui va être applicable à tous vos proches pour comment réagir dans telle situation. Souvent, on est dans le cas par cas. Mais au-delà du conflit, c'est vraiment l'aspect relationnel qui est important à maintenir. Donc, même si ça veut dire de parler d'autre chose que de la psychose ou de ce qui est difficile pour le moment. Puis, je voudrais vous laisser aussi en vous disant que moi, comme je disais, je travaille depuis longtemps et j'ai des jeunes que j'ai suivis à la CNDV, que je suis depuis une dizaine d'années en clinique externe depuis. Puis, il y a des gens pour qui j'étais un peu convaincue après 2 ans, parce que la clinique, c'est à peu près 2-3 ans de suivi. Après 2-3 ans, je me disais, oh non, ils ne développeront jamais d'autocritique. Puis après des années, ils en développent, puis ils ont vraiment récupéré une meilleure conscience de la maladie, puis les relations s'améliorent aussi avec la famille. Donc, il faut garder espoir, même si les premières années peuvent être difficiles, ou même si à certaines périodes de la vie, ça peut être extrêmement difficile à vivre pour vous. Donc, j'arrêterai là-dessus. Je vais arrêter de partager l'écran pour pouvoir reprendre les questions. Donc, je vous laisse me dire s'il y a des questions particulières. Oui, excusez-moi. Camille, c'est correct? Oui, ce ne sera pas bien long. J'ai 2-3 mots à dire. J'essaie juste de... OK, parfait. Tout d'abord, merci beaucoup, Madame L'Heureux, pour cette conférence, ma foi, très pertinente.
Donc, je veux aussi dire merci là, à la compagnie pharmaceutique Oticon-Beck pour nous avoir permis de faire cette conférence. Donc, je vais laisser là, la parole à ma collègue Sakina, que vous voyez qui va un peu gérer là, cette période de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le Q&A dans le bas ou dans le Q&R, dépendamment des paramètres de votre Zoom. Et pour terminer, on va remettre le lien pour l'évaluation du Google Form, on va le remettre dans le chat. Donc, si vous voulez là, y aller ce soir, juste à cliquer dessus. Puis sinon, on va vous l'envoyer aussi par courriel. Donc, si vous voulez le remplir demain, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc, parfait. Merci, Camille. Donc, c'est ça, il y a plusieurs questions, puis j'en vois plusieurs là, qui sont en train de rentrer, l'engouement de fin de conférence. Je vais essayer quand même de faire le tour, mais on va voir combien de temps on a pour la patience de Dr. L'Heureux. Donc, docteur, il y avait des questions sur comment répondre adéquatement aux questions des médecins en urgence psychiatrique lorsque ces derniers demandent si notre proche est en psychose. Donc, comment s'adresser au personnel soignant? J'imagine que la question fait référence à la difficulté de parler devant le proche. C'est pas précisé, mais possiblement, oui. Parce que, tu sais, une possibilité, ça peut être de demander de parler au médecin à part. Ça, c'est souvent... moi, je peux vous dire que dans ma vie personnelle, ça m'est arrivé je pense que la première fois que je le raconte, mais ça m'était arrivé d'aller à l'urgence avec quelqu'un qui était en psychose et je suis venue irritée devant l'infirmière de l'urgence physique qui insistait pour me demander si ce que la personne me disait était vrai ou non. Puis moi, je voulais absolument pas répondre à cette question-là parce que je voulais que la personne se rende à l'urgence psychiatrique. Il ne fasse pas juste partir devant l'infirmière de l'urgence physique. Donc, j'avais patiné et je l'avais regardé et j'avais dit, écoutez, j'ai vraiment quelque chose à dire, mais je vais vraiment le dire au médecin, puis j'ai vraiment besoin de le dire au médecin. Puis je l'avais regardé bien dans les yeux, puis bon, ça avait passé, puis je m'étais rendue jusque-là. Fait que des fois, tu sais, ça peut être aussi de voir là, justement un setting qui est quand même sécuritaire. Là, une fois qu'on est rendu dans l'urgence psychiatrique, au moins les portes sont fermées, la personne ne va pas partir. Mais je comprends qu'aussi il peut y avoir un côté de préserver le lien avec la personne. Fait que ça peut être justement de demander j'aimerais ça parler. C'est à l'urgence psychiatrique, comment ça fonctionne. En tout cas, à Québec, là, on a 2 urgences psychiatriques à l'Enfant Jésus et au CHUL. Et on a toujours un résident de garde qui est un médecin qui se spécialise en psychiatrie. C'est généralement lui qui va voir la personne qui arrive à l'urgence en premier. Il peut y avoir un externe qui est un étudiant en médecine. Donc, il y a beaucoup de monde dans l'équipe. Fait que des fois, ça peut aider d'en avoir. Puis, il y a la travailleuse sociale aussi. Généralement, ça peut être de demander de parler à la travailleuse sociale aussi. Fait que des fois, pendant que le psychiatre, le résident voit la personne atteinte, bien, la travailleuse sociale prend les informations de la famille. Fait que ça peut permettre de dire vraiment ce qu'on pense sans avoir besoin de le dire devant la personne. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que c'est vraiment le sens de la question? Sinon, la personne pourra peut-être le réécrire dans le chat. Des questions, merci. Sinon, il y avait plusieurs questions là, en lien avec les autorisations de soins, notamment est-ce que c'est renouvelable par le psychiatre? Est-ce qu'on doit réattendre qu'il y ait d'autres difficultés plus grandes? Puis aussi, qu'est-ce que ça peut inclure l'autorisation de soins? C'est-tu juste la médication ou ça peut être aussi avec de l'hébergement, des traitements, psychothérapie ou autre? L'autorisation de soins, ça peut inclure toutes sortes de choses. C'est vraiment, justement, généralement, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect médication qui inclut toujours le suivi, puis il y a l'aspect hébergement qui est un peu à part. Le côté de l'hébergement est vraiment requis quand on a l'impression que juste avec la médication, ça ne sera pas assez. Parce que moi, généralement, personnellement, là, il y a un côté personnel, là, il y a un côté de comment est-ce que chaque psychiatre va gérer, va faire ça. Là. Mais moi, personnellement, je ne demanderai pas une autorisation d'hébergement si j'ai un jeune que je sais qu'une fois qu'il prend sa médication, il va récupérer comme il faut. Donc, je me dis, même si actuellement, il ne fonctionne pas bien, juste le côté
traitement va faire en sorte qu'il va fonctionner bien. Versus si je suis devant quelqu'un qui est sans domicile fixe, qui à répétition va se mettre dans le trouble au niveau du logement, qui a un problème de toxicomanie ou quoi que ce soit, bien là, je peux aller demander une ordonnance d'hébergement. Sinon, au niveau des traitements, bien, c'est ça. À la base, le plus typique, c'est vraiment le côté de la médication. Dans les demandes de médication, moi, je rajoute systématiquement le suivi. Je rajoute systématiquement la communication avec la famille, mais en précisant que ça ne veut pas dire de donner des informations sur la vie personnelle de la personne, mais de pouvoir échanger si ça va moins bien, de pouvoir recueillir des informations de la famille. Je demande systématiquement du soutien au niveau toxicomanie quand il y en a. Par contre, moi, personnellement, je ne demande pas spécifiquement une thérapie en toxicomanie parce que je trouve ça totalement, je dirais, inutile parce qu'on n'enverra pas quelqu'un en toxicomanie. Il n'y a pas une personne qui va être envoyée dans une ressource de toxicomanie puis qui vont le garder dans la ressource de toxicomanie si la personne vient de force. Là, j'exclus les aspects médico-légaux. C'est quelqu'un qui serait qui serait déclaré non responsable pour cause de troubles mentaux, etc. Là, ça, c'est pas mon domaine, je ne suis pas en médecine légale. Là. Mais là, il peut y avoir des conséquences différentes. Mais si on prend dans la vie de tous les jours quelqu'un que je me dis, il serait tellement mieux s'il ne consommait pas, je ne peux pas le forcer d'aller en thérapie. S'il n'y a pas un minimum de motivation, ils ne le prendront pas, puis ça ne lui sera pas bénéfique. Mm-hmm. Et tout le côté psychothérapie, tout à fait. Fait qu'on peut inclure tout ce qu'on veut. L'autre question, c'était à savoir si, tout ce qu'on veut, pas tout ce qu'on veut, tout ce qu'on estime nécessaire pour la personne. Faut être assez spécifique. D'ailleurs, dans les juges nous l'ont beaucoup dit il y a quelques années, là, ils n'aimaient pas ce qu'ils appelaient les listes d'épicerie. Où est-ce que certains psychiatres ou dans certains rapports disaient bien on veut une possibilité de faire n'importe quel traitement. Là, maintenant, on est très, très, très spécifique. Là, moi, quand j'écris un rapport, là, c'est vraiment mon premier choix de traitement, c'est tel médicament, mon deuxième choix, ce serait tel autre. Sinon, il faudrait aller dans telle catégorie. On est vraiment très spécifique dans ce qu'on demande. Ce n'est pas pour n'importe quelle médication. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui a une problématique de psychose, que j'ai un antipsychotique dans mon rapport d'autorisation de soins, qui ensuite fait une dépression, qui ne veut pas prendre d'antidépresseur, je ne peux pas lui donner d'antidépresseur si je n'ai pas demandé d'antidépresseur dans mon rapport. Il faut vraiment être très spécifique dans ce qu'on demande. La question de tantôt, c'était aussi si ça peut être renouvelé. On va toujours demander une durée particulière. Il semble que la durée moyenne est entre 2 et 3 ans pour une première demande, de ce que je me suis fait dire. Mais des fois, on va demander beaucoup plus court que ça si on a l'impression. Moi, ça m'est déjà arrivé, il m'est arrivé une fois pour une dame qui était en dépression sévère, qui nécessitait des électrochocs, qui avait déjà eu ça avant. C'est très, très rare. Moi, moi, je travaille avec les jeunes psychotiques, là, mais c'était une patiente hospitalisée, puis c'est la seule fois que j'ai demandé pour 6 mois. Parce que je me disais, je n'ai pas besoin d'une autorisation de soins à large, j'ai besoin qu'elle ait des électrochocs, puis je savais très bien qu'après ça, elle allait très bien évoluer, puis elle a très bien évolué. Fait qu'après ça, aussitôt qu'elle est sortie de sa dépression sévère, mélancolique, où est-ce qu'elle était vraiment quasi catatonique, aussitôt qu'elle est sortie de ça, elle acceptait le traitement. Elle avait toujours accepté avant, il n'y avait pas de raison qu'elle ne l'accepte pas ensuite. Fait que ça, c'est plus rare, mais généralement, je vous dirais qu'on va demander une première fois, on va lui demander 1 an, 2 ans. Ensuite, on peut demander un peu plus longtemps. Il y a certains psychiatres qui vont demander de façon un peu plus standard, entre 3 et 5 ans. Moi, non, mais je suis peut-être biaisée parce que je suis surtout des plus jeunes, là. Donc, mais ce que les juges nous demandent, c'est vraiment de demander la durée minimum nécessaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on demande quelque chose dans l'autorisation de soins que ça oblige pour toute la durée de l'autorisation de soins. Ça oblige de suivre les recommandations médicales. Autrement dit, si je demande l'hébergement pour un jeune, ça m'est déjà arrivé, là, j'avais un jeune, j'avais eu 2 ans d'autorisation de soins, mais au bout de 6 mois, il nous a démontré, ou je ne me souviens plus, même 3-4 mois, il nous a démontré qu'il était dans une ressource de réadaptation qui fonctionnait très bien,
puis qu'il n'y avait pas de problème, bien, ensuite, il est reparti tout seul, là. Il est parti en appartement tout seul. Je n'avais pas besoin de le garder hébergé pendant 2 ans parce que mon OAS, ça durait 2 ans. J'avais juste, c'était vraiment selon l'indication. Même chose pour la médication. Si, des fois, moi, au bout de 2 ans, la personne a arrêté de consommer, veut cesser son traitement, va vraiment bien, puis on se dit, bon, c'est pas inadéquat de faire un essai de diminuer la médication, mais je peux diminuer la médication avant la fin de l'autorisation de soins pour voir comment ça va. Mais si on se rend compte qu'au bout de l'échéance, mettons au bout de 2 ans, que la personne est encore inapte à consentir avec les critères que je mentionnais tout à l'heure. Donc, c'est arrivé plusieurs fois qu'on a dû faire envoyer les policiers pour aller le chercher parce qu'ils ne respectaient pas ses injections, puis qu'il y a eu des symptômes de rechute. Donc, on sait que la probabilité de rechute est extrêmement élevée. Oui, on va demander un renouvellement. Les cas où on ne demande pas un renouvellement, c'est soit, comme je dis, qu'on n'est pas convaincu qu'il va avoir, on n'est jamais convaincu, mais les probabilités ne sont pas si élevées qu'il va avoir une rechute parce que, par exemple, l'exemple que je donnais tantôt, là, 2 ans suite au premier épisode psychotique, puis il n'y a pas eu de rechute du tout, puis il n'y a plus de toxicomanie. À ce moment-là, je ne demanderai pas un renouvellement parce que j'espère qu'il n'y aura pas de rechute, mais on va donner plus un suivi serré pour suivre la personne. Puis, l'autre raison, c'est si la personne accepte. Puis des fois, ça ne veut pas dire d'avoir récupéré une autocritique complète, comme on disait tantôt, là, mais juste si la personne se dit, c'est correct. Des fois, ça peut être que la personne a créé un assez bon lien de confiance avec l'équipe traitante, avec les proches, puis se dit, tout le monde me dit qu'il faut que je le continue, fait que c'est correct, je vais le continuer. À ce moment-là, on va le continuer, mais c'est sûr qu'on reste alerte. Il y a des patients à qui je dis, je ne renouvelle pas, mais je vous dis, si jamais dans 2 mois, vous changez d'idée puis vous l'arrêtez, je m'en vais en cours tout de suite. Parce que je sais que pour cette personne-là, c'est vraiment essentiel d'avoir le traitement. Merci. Si on a encore quelques minutes, il y avait plusieurs questions en lien un peu avec la récurrence ou non d'une psychose. Est-ce qu'une personne qui en a fait une fois va continuer à en faire toute sa vie, plusieurs épisodes? Puis un peu, qu'est-ce qui peut causer aussi? Il y a plusieurs questions en lien avec la consommation. Faut-il agir de la même manière? Tu sais, quand on parle peut-être plus d'une psychose induite ou y a-t-il d'autres causes qui peuvent mener à un état psychotique? Il y avait une question notamment sur le TDAH, mais admettons, je pourrais élargir de, je ne sais pas, moi, quelqu'un en dépression, est-ce que ça peut devenir une psychose, etc. OK, je vais essayer de me souvenir de tout ça, sinon vous me compléterez. Je vais commencer de la fin. Oui, une dépression peut causer une psychose. Une dépression peut être intense au point de causer une psychose, où il peut y avoir ce qu'on appelle un trouble schizoaffectif, où il peut y avoir certains épisodes de dépression puis certains épisodes de psychose sans avoir de dépression en même temps. Un TDAH ne peut pas causer de psychose, mais peut être en comorbidité, c'est-à-dire on peut avoir quelqu'un qui fait une psychose et qui a un TDAH aussi. Les recommandations de traitement, c'est vraiment quand on a un premier épisode de psychose, c'est de traiter 2 ans. Quand on a 2 épisodes, on parle de traiter à peu près 5 ans. Quand on a 3 épisodes et plus, on parle de traiter vraiment à long terme. C'est sûr que le côté, il y a différentes choses qui vont influencer. Premièrement, est-ce qu'il y a eu des symptômes qui sont résiduels ou non? Si j'ai un premier épisode de psychose, après 2 ans, la personne continue à entendre des voix de temps en temps, on continue à être méfiante. Moi, je ne considère pas que la psychose est résolue. Donc, mon compteur de 2 ans, il n'est pas encore parti. Ça, des fois, les gens ne comprennent pas bien ça. Ils disent, ça fait 2 ans. Ben oui, mais ça fait 2 ans, mais vous entendez encore des voix. Donc, si on est dans le même épisode que diminué, mais on a encore des symptômes chroniques, donc nécessairement, la médication est encore indiquée. L'autre aspect, c'est la consommation. Il y a des gens que je suis qui ont fait juste un épisode de psychose, mais au bout de 2 ans, je leur dis, moi, je pense vraiment qu'il faudrait continuer la médication parce qu'ils continuent à consommer du pot ou ils continuent à consommer des speeds. Fait que là, je leur vends un peu comme, écoutez, je ne peux pas vous empêcher de consommer si vous ne voulez pas arrêter de consommer, mais au moins, mettez-vous un filet de protection. Fait que des fois, les gens résument en disant, OK, j'ai mon injection qui me permet de consommer. Pas tout à fait comme ça que je le dis, mais des fois, c'est un peu, comme je dis, c'est un filet de protection. Je ne sais pas si j'ai répondu à tous les aspects. C'est moi qui ai peut-être exagéré un petit peu, j'en ai mis beaucoup en même temps. Puis, si vous nous permettez, peut-être une dernière question qui pourrait être porteuse d'espoir en même temps, parce qu'il y a des questions de
des personnes qui nous demandaient un peu soit de donner un exemple d'une belle expérience, d'un beau processus de rétablissement, peut-être avec des personnes qui étaient plus réfractaires, qu'est-ce qui a été mis en place, grosso modo, comment amener son proche, comment accompagner un peu dans le rétablissement. En fait, je pense que de donner justement des exemples de gens qui sont bien rétablis, le mieux, là, c'est les témoignages. Là, dans les dernières années, on a des pères aidants qui sont de plus en plus impliqués dans les différents établissements. Puis ça, je trouve que c'est vraiment très aidant d'avoir vraiment quelqu'un qui puisse le dire. Moi, j'ai des gens que je suis qui évoluent extrêmement bien, comme je connais un médecin qui a déjà fait une psychose, j'ai des patients qui sont dans tous les domaines. Je suis toujours hésitante dans des conférences comme ça de nommer les domaines parce que j'ai vraiment le souci que personne ne soit reconnu, là, parce que les gens ne m'ont pas donné l'autorisation. Ils évoluent super, super bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils me donnent l'autorisation qui voudraient nécessairement dire publiquement qu'ils ont déjà fait une psychose. Mais il y a des gens, il y a quelqu'un à qui je pense qui a été extrêmement malade pendant 2-3 ans de suivi à la CNDV, qui avait vraiment, au niveau de la pensée, la pensée était vraiment très, très pauvre, très désorganisée, puis on avait de la difficulté, c'est quasi catatonique, on avait vraiment de la difficulté à avoir accès, puis on a essayé différents médicaments, ça ne marchait pas, on a fini par aller à la clozapine, puis à la clozapine, il y a vraiment eu une bonne récupération, puis il a recommencé, il était dans un emploi à haut niveau, mais il a recommencé à la base, il a dit, bien, là, je sors une psychose, il y avait quand même de la difficulté au niveau de la concentration liée à la psychose, je ne pense pas que c'était lié à la médication pour ce cas-là spécifiquement, c'était vraiment plus lié à la psychose, et il a recommencé dans des domaines beaucoup plus de base, puis ensuite, il a recommencé dans un domaine technique, non dans sa profession, puis pour finalement réussir à rétablir, à récupérer complètement dans son domaine actuel. Ou j'ai quelqu'un d'autre à qui je pense que pendant 2 ans de suivi à la clinique, le gestionnaire de cas et moi, on se disait, il faudrait vraiment qu'il soit capable de récupérer. La récupération avait été complète par rapport aux symptômes de psychose, mais il restait avec vraiment une difficulté à se mettre en mouvement, puis il ne faisait rien, puis on était sur le bord pas d'abandonner, mais de se dire, je pense qu'on va arrêter de pousser, on veut plus que lui, là, on va l'accompagner, mais puis finalement, nous sort qu'il s'est inscrit au cégep et finalement commence ses cours au cégep et ça se passe bien au cégep, réussit bien ses cours. Fait que c'est toujours un plaisir. Moi, je disais tantôt que je travaille depuis longtemps puis que j'ai des gens que je suis depuis longtemps. Il y a des gens que je garde en suivi 1 à 2 fois par année. C'est mon petit plaisir de les voir, là, 1 fois ou 2 par année, de me dire ça me reconnecte sur des gens qui fonctionnent vraiment, vraiment bien parce qu'il y a un certain biais. Hein, comme psychiatre, on continue à suivre les gens qui ne vont pas bien, généralement. Les gens qui vont bien, ils arrêtent de venir nous voir, ils retournent en première ligne, ils sont suivis par un médecin de famille ou ils arrêtent complètement de suivi s'ils vont bien au point d'avoir pu cesser leur médication. Alors, on a un certain biais d'avoir souvent des gens qui ne vont pas bien, fait que ça fait vraiment plaisir de voir certains qui vont bien. Puis, je pense que ce qui aide dans tout ça, dans tous les exemples qui me viennent en tête, c'est vraiment le lien de confiance. Ces gens-là qui ont super bien évolué, comme je dis, ils continuent à venir me voir, même si c'est 1 fois par année. Puis, il y en a certains d'entre eux à qui je dis, est-ce que vous voulez, est-ce que ça vous tente à un moment donné, après 10 ans, est-ce que vous voulez retourner au médecin de famille? Je ne change plus rien de votre médication. Puis non, ça me sécurise de venir vous voir. Là. Puis c'est ceux qui, je pense, ce n'est pas nécessairement des gens pour qui c'était facile au début. Là. Il y a des gens pour qui, là-dedans, que c'était vraiment... Je pense à un autre qui était que j'avais eu au tout début, il était extrêmement agressif, il n'y avait aucune autocritique, il était très fâché contre moi, il ne m'aimait vraiment pas, il avait demandé un changement de psychiatre, puis finalement, il y avait eu quelqu'un d'autre à l'interne, fait qu'il avait continué le suivi en clinique externe avec ma collègue, et 2 ans plus tard, moi, j'en entends plus tellement parler après ça, mais je sais qu'il est musculosapine puis il évolue bien, là. Et 2 ans plus tard, ma collègue, elle dit, moi, je n'ai pas de disponibilité
disponibilité pour du suivi en clinique externe, mais toi, si tu en as, ben, il serait d'accord pour revenir avec toi. Puis là, finalement, ce jeune homme-là, je le suis depuis. Puis il m'a dit, la première fois qu'il m'a vu, il est parti à rire en me disant « Mon Dieu, que je n'étais pas fin avec vous! » À la fin, quand j'étais vraiment, vraiment pas bien. Fait que, tu sais, il était capable de, même d'en rire, puis il était capable de réaliser qu'il était vraiment pas bien à l'époque, mais ça a pris du temps, mais il a vraiment très bien récupéré. Bien, merci beaucoup de votre temps, Dr. Leroux. Je sais qu'il y a encore plein de questions, mais comme j'avais dit précédemment, on va s'arrêter là. Juste pour dire, parce que j'ai vu plusieurs questions, en tout cas pour les familles et tout, vous gênez pas vous pouvez contacter la boussole directement. On n'est pas psychiatre, mais on est capable de vous accompagner dans différents aspects aussi. Donc, s'il y a des choses, s'il y a des questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre ce soir, je vous invite fortement à nous contacter à la boussole. Et sinon, ben, c'est ça, juste un très gros merci à Dr. Leroux d'avoir encore été présente pour nous ce soir, puis de nous accorder son temps et son savoir au plaisir de tous. Puis il y avait beaucoup de remerciements aussi dans le chat et compagnie. Donc, je pense que les gens ont apprécié. Donc, encore une fois, merci, Dr. Leroux. Ça me fait plaisir. Puis si jamais il y a des questions, vous voulez me relayer parce que ça me fera plaisir aussi. C'est très généreux de votre part. Donc, je vous remercie. Puis Camille, je te laisse gérer la finalité de ce webinaire. Donc, merci à tout le monde. Juste un petit rappel que dans le chat, et vous allez recevoir par courriel aussi, un formulaire d'évaluation pour la conférence du Dr. Leroux ce soir. Merci beaucoup.